je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, mais bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait non, on n'a pas compris, puis en fait on se dit peut-être que si, puis en fait non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Dans une pipe, Berthier, c'est quand même pas grand-chose, merde! Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. Qui dit véganisme dit bien sûr alimentation végétale. Ah, l'alimentation, un bel endroit de discorde car quand il s'agit de toucher aux assiettes, attention, les problèmes surviennent. Nous qui sommes véganes et donc notre alimentation végétalienne, nous la sentons bien cette petite crispation dans l'atmosphère lorsque l'on parle de modifier son alimentation. Et oui, on la sent bien, cette petite tension, quand certains crient au scandale du « touche pas trop à mon steak » ou bien quand d'autres dissonnent complètement admettant qu'ils aiment les animaux mais ne parviennent pas à les enlever de leur alimentation. Je fais une petite parenthèse avant de continuer qui me paraît importante. Lorsque je parle des animaux, je parle des animaux non humains, parce que nous aussi dans ce studio, nous sommes des animaux. C'est donc un raccourci de ma part, parenthèse refermée. Alors lorsque l'on parle d'alimentation, les mythes et préjugés se bousculent à la porte pour savoir qui entrera le premier. L'ignorance autour de l'alimentation végétale est grande, et il ne s'agit pas de blâmer les consommateurs. Il faut dire qu'on est sacrément mal informé, que les choix végétaliens commencent à peine à se faire une petite place ou nette en France, et que lorsque des députés proposent de végétaliser les cantines par exemple, on peut constater que ça passe pas trop dans ce beau pays qu'est la France, plein de saucissons, de barbecue et de vin rouge. Pourtant, l'alimentation végétale propose un très large choix de produits pour une cuisine riche et variée, garantie sans souffrance animale. En somme, un beau programme. Car contrairement à ce que l'on peut être amené à penser, retirer les produits issus de l'exploitation des animaux n'enlève rien du tout au plaisir et au large choix de produits que nous autres véganes pouvons consommer. J'entends encore beaucoup autour de moi dire que retirer les animaux de nos assiettes serait une sorte de privation, voire, attention, tendez bien les écoutilles, une contrainte à l'allure liberticide. Pourtant, je voudrais rappeler, souligner, surligner que manger des animaux, c'est bien les priver, eux, de leur liberté et de leur droit à vivre. Rappelons ici que les animaux non humains sont comme nous sentients, c'est-à-dire capables de ressentir les émotions, la douleur, en somme les expériences positives et négatives, capables de percevoir de manière subjective leur environnement et leur expérience de vie. Manger de manière végétale ou à dominante végétale, pour celles et ceux qui le peuvent, c'est déjà s'attaquer à une énorme partie du problème, car il est bien de garder en tête qu'environ 3,5 millions d'animaux terrestres sont tués en France chaque jour pour la consommation humaine. 3,5 millions d'individus sentients qui, comme nous, devraient simplement avoir le droit de vivre. J'entends parfois aussi, et encore beaucoup trop souvent, que le régime végétalien ne serait pas viable, ce qui est pourtant largement contredit par la littérature scientifique. J'en profite pour vous proposer de nous écrire sur la page Facebook si vous souhaitez qu'on vous transmette des liens, des articles pour vous documenter, car sauf erreur de notre part, et tout humain que nous sommes, cela peut nous arriver, nous sourçons tout et vérifions les informations que l'on vous transmet, et nous nous engageons à vous proposer des contenus sourcés et fiables via des sources scientifiques. Autre parenthèse refermée. Le régime végétalien ou à dominante végétalienne, bien mené, est un régime tout à fait recommandé, et cela de la naissance au grand âge, comprenez bien, des bébés cadom jusqu'aux vieux grincheux. Lorsqu'on parle de véganisme, il est tout à fait fréquent de s'entendre être questionné donc sur la manière dont cela est possible. Est-ce que cela n'est pas trop difficile de ne plus consommer des animaux ? Arrive-t-on à manger à notre faim ? Trouve-t-on facilement de quoi se sustenter ? Pour les personnes concernées, celles qui sont véganes, ces questions-ci semblent, il est vrai, un peu dérisoires. Nous, on mange plein de choses, on sait que l'offre se diversifie de plus en plus et on n'a jamais été angoissé à l'idée de ne pas avoir assez à manger en enlevant de nos assiettes ce que certains appellent nourriture et que, vous l'aurez compris, nous appelons nous animaux.
J'aimerais rouvrir une parenthèse, peut-être la dernière. Nous parlons d'un endroit du monde où l'exploitation des animaux n'est pas nécessaire à notre survie. Nous sommes en France, en Europe, en Occident. L'alimentation végétale est d'autant plus souhaitable puisque l'alimentation carnée est un vrai carnage environnemental et qu'elle participe aux inégalités alimentaires dans le monde. La France est le principal importateur de soja pour les animaux d'élevage. En effet, l'élevage bovin est environ responsable de 80% de la destruction de la forêt amazonienne. Et tout ça pour nourrir des animaux que nous allons nous consommer. Bon, le constat est assez clair. Nous devons manger végétal pour un tas de raisons, même si j'aime à proposer qu'il s'agit d'abord de regarder autrement les animaux qui nous entourent et donc de ne plus les consommer. Cessons d'être spécistes et regardons-les pour ce qu'ils sont vraiment, des individus sensibles et sentients. Mais je suis surtout de celles et ceux qui pensent que plus on proposera une offre végétale, plus les personnes pourront transitionner. Il est difficile de s'extraire d'une société dans laquelle l'offre carnée est partout. Les publicités, les étalages de produits carnés, la non-information sur l'alimentation végétale et les réticences politiques à comprendre ce qu'il se passe et à se défaire des postulats spécistes sont autant de facteurs repoussoirs pour végétaliser en profondeur notre société. Aussi, les limites sociales et la précarité sont aussi à prendre en compte. Voilà pourquoi la végétalisation de l'alimentation doit être un problème politique et une responsabilité collective, et non pas une responsabilité individuelle. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de politique publique, mais plutôt des entreprises privées que sont les restaurants, car trouver des offres végétales lorsque l'on veut casser la croûte, solo, en famille, entre amis ou pour une aventure aux allures romantiques, c'est une très bonne manière de démocratiser et de rendre accessible l'alimentation végétale. Aujourd'hui, pour le format Actualité de Kumquat, nous avons décidé de parler de Vego Resto, une initiative L214 qui participe à référencer les restaurants qui proposent des offres végétales à Toulouse et ou qui incitent leurs restaurateurs à passer le cap. Qu'en est-il de l'alimentation végétale dans les restaurants ? Comment ceux-ci arrivent-ils à prendre en route la voie végane et animaliste qui commence à prendre de l'ampleur ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Karine Roch, bénévole pour Vego Resto. Karine, bonjour. Bonjour. Ainsi que Raymond Sabater, qui co-anime et co-écrit Kumquat à mes côtés, mais qui se retrouve aujourd'hui de l'autre côté de l'exercice, puisqu'il sera aujourd'hui mon invité. Raymond, salut. Salut. Karine et Raymond, vous faites donc partie de l'association Vego Resto. Alors, j'en profite pour dire, est-ce qu'on c'est une association ? Je peux dire association ou il faut dire initiative L214 ? Vego Resto est une campagne qu'on dit ou une initiative. Alors, je veux dire une initiative. Donc, vous êtes tous les deux bénévoles. Toi, Raymond, tu es référent. Karine, je te propose de commencer à prendre la parole, peut-être en te présentant, dire comment tu as rejoint l'initiative, depuis quand et pourquoi. D'accord. Alors, moi, je suis militante pour les animaux depuis 2018. Et pour L214 également et essentiellement. Et je suis bénévole Vego Resto depuis 2021. D'accord. Donc, tu as entendu parler de l'initiative parce que tu militais déjà chez L214. Exactement. Oui. D'accord. D'ailleurs, rapidement, dès que j'ai été militante, j'ai participé à un défi en tant que convive qui avait été organisé par l'équipe bénévole Vego Resto de Toulouse. Et puis, quelques mois, années après, je me suis lancée dans le bénévolat pour Vego Resto. Ok, super. Et toi, Raymond, comment tu es arrivé à être du coup peut-être aussi militant L214 et comment tu es arrivé à cette initiative Vego Resto, toi qui es référent maintenant ? J'étais militant depuis 2017 et en 2018, de mémoire, j'ai participé aussi à un défi vegan donc organisé par Vego Resto en tant que convive et je me suis dit que c'était une très belle occasion de mettre le végétal en valeur dans un cadre qui est convivial et qui permet de transmettre donc, le fait que, voilà, qu'on peut tous se régaler sans faire souffrir les animaux. Oui, parce que du coup, je l'ai dit, je pense à plusieurs reprises dans l'édito, mais l'alimentation, c'est quand même le premier pilier quand on se pose la question des animaux. On passe d'abord par l'alimentation, c'est le truc qu'on fait tous les jours, on mange, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter, du coup, ce qu'est plus largement Vego Resto, peut-être comment c'est apparu, et qu'est-ce que ça comprend et comment ça fonctionne ? Karine, si tu veux commencer. Oui, alors, donc c'est bien une initiative de l'association L214. Vego Resto est centré sur la restauration et en promouvant le végétal par plusieurs moyens qu'on détaillera peut-être un peu plus loin. À ce jour, il y a 3356 établissements qui sont référencés, qu'on appelle partenaires.
Il y a eu 817 défis qui ont déjà été relevés par des chefs. Alors les défis véganes sont des événements organisés par des restaurateurs qui ne sont pas à la base, qui n'ont pas à leur carte une offre végétale et qui décident de relever le défi et de faire sur un jour où qu'on convient ensemble un repas 100% végétal. Et nous, équipe Vego Resto, on s'occupe de leur amener les convives et de gérer les réservations. Ok, super. Est-ce que parfois ça amène à ce que finalement ils se disent « Ah, c'est pas si mal » et après ils peuvent comme ça proposer, dans l'idée c'est ça en fait, c'est pour qu'ils puissent proposer après des options plus facilement. Ils disent en fait c'est pas si dur de proposer des options végétales. Oui, alors c'est pour qu'ils se rendent compte que déjà qu'il y a une clientèle, qu'il y a des gens qui sont intéressés par manger végétal. Et ensuite, effectivement, notre souhait c'est qu'ils se référencent dans l'application Vego Resto. Et alors pour cela, il faut qu'ils répondent à la charte de Vego Resto, qu'ils aient une offre complète, entrée, plat et dessert végétal, 100% végétal. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Raymond? Il y a Oui. combien d'antennes Vego Resto à Toulouse en France, du coup? Oui, à l'échelle nationale, parce que c'est une initiative donc en France, il y a une trentaine d'antennes actives. Voilà. Et donc ça a été fondé en 2015. Notre antenne à Toulouse aussi. Et à part donc l'antenne de Paris où ils sont une dizaine de bénévoles, la deuxième en importance, c'est celle de Toulouse, à ma connaissance. Et les autres, il y a plutôt une ou deux personnes. Voilà, ça serait bien peut-être qu'à l'avenir, donc, ça puisse s'étoffer. Mais c'est déjà bien, hein, donc on a un maillage d'une trentaine d'antennes actives. Karine, tu as parlé brièvement de la charte à signer. Oui. Donc, si on est un restaurant, on doit répondre à quels critères exactement pour faire partie de Vego Resto? Est-ce que, par exemple, il suffit juste de proposer une option végane? Ou est-ce qu'il faut en proposer plusieurs à tous les niveaux de menu, etc. Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce qu'il y a à peu près dans la charte pour, imaginons quelqu'un qui nous écoute et qui est restaurateur et qui se posait la question de végétaliser un peu. C'est quoi les critères pour être référencé à Vego Resto? Les critères, c'est une offre dans chaque... Une option végane dans chacune des catégories à l'offre. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, une option végétale pour une entrée, un plat et un dessert. Ok. Si le restaurant il a cette offre-là, par exemple une pizzeria qui a juste la pizza et le dessert, on va juste leur demander d'avoir au moins une pizza végane et un dessert végane. Est-ce que ça compte pour les boissons aussi ou pas? Non. Ça veut dire que du coup c'est assez accueillant pour les personnes véganes, ça veut dire qu'elles peuvent manger entrée, plat, dessert dans l'idée. On sait qu'au moins il y a une option végétale partout. Exactement. Le but est que une personne végane ou quelqu'un, n'importe qui finalement, parce que c'est fait pour la plupart des personnes, c'est-à-dire qu'on puisse aller dans cet établissement et manger comme n'importe qui, c'est-à-dire que si le restaurant il offre entrée plat dessert, cette personne qui souhaite manger 100% végétal, il puisse aussi accéder à une entrée, un plat et un dessert. Qui a décidé ça? Ça s'est fait quand l'initiative est apparue? Ça fait partie de Vego Resto, c'est dans la charte, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Hein, voilà. Et en fait, c'est ça, l'idée qu'on souhaite promouvoir, c'est que n'importe qui souhaite manger 100% végétal, il a finalement le même droit, le même accès. Voilà, donc il n'est pas discriminé dans ce restaurant. C'est ça. D'accord. Il peut manger quelque chose d'appétissant, normalement, en tout cas, autre qu'une salade et des frites. Oui, parce que c'est vrai que parfois, il n'y a pas trop le choix. Et du coup, c'est vrai que les frites, c'est bon, mais finalement, ça ne constitue pas un repas. Vegan, en tant que Raymond, j'ai mixé les deux, en tant que référent à Vego Resto, qu'est-ce que c'est ton rôle exactement? Est-ce que tu fais quelque chose en plus? Est-ce que tu coordonnes quelque chose? Comment ça se passe? C'est quoi ton rôle, toi, en tant que référent dans cette initiative? Il y a une partie de gestion de la petite équipe quand même, c'est-à-dire que je suis plus en relation donc, avec, on va dire, la personne au niveau national. Donc ça veut dire pour la descente des infos, pour la remontée des infos locales. Et après, à ce jour, je suis celui qui est là depuis le plus longtemps. Donc je connais tous les pôles d'activité et je suis un peu partout. Ce qui permet d'avoir un historique et parfois donc de pouvoir répondre à des soucis courants sans besoin d'aller voir le national. Et ça se passe comment concrètement? Par exemple, toi, Karine,
c'est quoi ton bénévolat par rapport à l'initiative? Comment ça se passe? Est-ce que tu vas dans les restaurants? Tu leur parles, tu leur dis est-ce que vous voulez faire un défi? Est-ce que vous avez des options végétales? Est-ce que vous voulez être référencé? Comment ça se passe? Si on pourra en parler après pour ceux que ça intéresse, qui veulent peut-être être bénévoles à Vego Resto, mais comment ça se passe du coup? Qu'est-ce que vous faites? Vego Resto, c'est sur 3 axes principaux. Il y a les défis véganes, et moi je m'occupe essentiellement des défis véganes. Il y a aussi un deuxième axe qui est le référencement d'établissements. Et ensuite, un troisième axe qui est la promotion sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a une page Facebook où on a plus de 1000 followers. On a un compte Instagram, Manger Vegan, qui dépasse le 1000 de followers. Et un dernier arrivé qui est TikTok, où on a une 40aine de followers pour l'instant. Donc, ça commence. Donc moi, je m'occupe plutôt des défis et en fait, je mixe entre aller voir directement les restaurateurs. Quelquefois, je suis en ville et puis tout d'un coup, je me dis, je passe devant un établissement qui m'inspire et je me dis, tiens, je vais rentrer et je vais en parler. Et quelquefois, et je trouve qu'en fait, d'y aller directement, de mon expérience, c'est ce qui marche le plus. Et il m'est arrivé de faire du démarchage téléphonique également, ou également d'envoyer des mails, mais je trouve que le contact visuel est quand même vraiment celui qui marche le mieux. D'accord. Est-ce que peut-être avant de continuer un peu sur cet axe-là, on pourrait parler plus largement d'L214 parce que nous, on sait ce que c'est autour de la table. Ça commence à être un peu connu L214 quand même. Oui. Maintenant, on leur doit beaucoup. Est-ce vous voulez faire un point peut-être sur L214 pour qu'on sache un peu plus où on est par rapport à cette initiative-là aussi? Alors L214, c'est une association qui a été fondée en 2008, qui compte à ce jour une centaine d'employés et plus de 50 000 donateurs. C'est une association de défense des animaux qui sont utilisés comme ressources alimentaires, c'est-à-dire la viande, le lait, les œufs et le poisson, et qui réalise des enquêtes. Donc à ce jour, il y a plus de 100 enquêtes qui ont relevé des conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux pour montrer les conditions, comment les animaux sont traités durant leurs conditions d'élevage. On leur doit les vidéos. En fait, je pense que c'est les seuls à sortir les vidéos des abattoirs et à montrer un peu aux gens ce que ça peut représenter, quoi. Donc, il y a eu pas mal d'abattoirs qui ont fermé aussi, à des fins pas mal. J'ai pas trop de chiffres en tête, là, pour le coup. Je vais m'avancer un peu, mais j'ai déjà entendu des abattoirs qui avaient fermé. Bon, en général, ils réouvrent. Hein. Oui, c'est temporaire en général. Ouais, c'est temporaire, mais ça montre que quand même, c'est pas fou, quoi. Sachant que déjà, abattre un animal, ça pose question, mais même quand c'est encadré, etc., que c'est censé être légal, et ben parfois, c'est tellement affreux que L214 arrive quand même à rentrer à l'intérieur et dire vraiment, c'est pas possible, quoi. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur L214 ? Juste qu'il y a quand même un but qu'on dit de changer le regard que porte notre société sur les animaux. C'est-à-dire de faire installer le débat sociétal sur le sort qui est réservé aux animaux. Après, il y a plusieurs axes, mais un déjà, c'est de faire reculer donc, les pires pratiques qu'on dit, celles qui sont les plus cruelles. Et donc celui pour lequel on est là aujourd'hui, donc, c'est pour la transition végétale. Vego Resto, c'est donc une initiative de L214 et c'est concrètement une application qu'on peut télécharger sur son téléphone. Donc, il s'appelle Vego Resto, qui nous géolocalise et de là où on se trouve, en fait, va nous proposer tous les restaurants qui sont soit 100% véganes, soit qui proposent des offres végétales et dont les établissements ont signé la charte Vego Resto. Donc, normalement, on a l'assurance qu'il y aura une entrée, un plat et un dessert. Il y a le site internet aussi, où on peut rentrer du coup l'adresse. Et du coup, ça, pareil, ça géolocalise. Oui, mais ça nous renvoie finalement comme sur l'application. En fait, ça fait la même chose et ça nous géolocalise effectivement. Il nous donne les restaurants qui sont autour de nous. C'est pas mal parce que quand on arrive dans une ville et qu'on veut manger végétal, on a juste à se géolocaliser et ça nous propose toute une gamme de restaurants.
Raymond, tu veux ajouter quelque chose? Oui, après, il y a aussi, je voudrais peut-être partager aussi que ce n'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés parfois. Une, par exemple, c'est ce qu'on appelle les déréférencements. C'est-à-dire qu'on est toujours content de rajouter des nouveaux établissements, mais il y en a, la restauration, ça va très vite. On voit des restaurants qui arrivent et d'autres qui partent. Et nous, on est triste parfois, mais il y a des restaurants 100% véganes qui partent aussi. Qui partent parce qu'ils ferment ou qui partent par... parce qu'ils sont plus véganes? Par exemple, à Toulouse, on avait le B12. Oui. Il a fermé, et d'autres. Mais c'est la vie, c'est-à-dire qu'il faut juste espérer qu'il y ait plus qui arrivent que ceux qui partent. Oui. Mais c'est un milieu où ça va très vite. Après, on a un souci aussi, c'est que quand on fait les défis véganes, normalement, c'est pour que le restaurateur, comme a dit Karine, se rende compte qu'il y a une vraie demande et qu'en fait, c'est une nouvelle corde à son arc et que il a tout intérêt finalement à investir aussi ça. Mais il arrive qu'on fasse un défi et que le restaurateur le fasse plutôt pour le côté business, pour cette soirée-là, mais qu'il ne va pas s'engager. Est-ce que vous voulez dire un mot, du coup, sur L214 Food parce que c'est un des axes d'L214 aussi, dans lequel s'inscrit Vego Resto. Oui, L214 Food, donc c'est une partie de L214. Et par exemple, dedans, il y a plusieurs, on va dire, initiatives. Une qui est assez connue, c'est le Veggie Challenge. Il y a plein de recettes et de conseils pour pendant 21 jours faire une transition vers une alimentation végétale. À ce jour, il y a 160 000 inscrits. L214 Food, c'est aussi les fournisseurs qu'on dit vegan friendly. Il y en a plus de 150. Et donc là, on les voit bien en magasin, les Accro, Planted, Eora, Apivore, Vivre Vert, etc. Et le troisième qu'on pourrait mettre en avant, c'est le site Vegan Pratique, où il y a les recettes, des conseils en nutrition. Et c'est important à remarquer que ces conseils nutritionnels, ils suivent l'avis scientifique de l'ONAV, qui est l'Observatoire national à l'alimentation végétale. D'accord. Oui, donc c'est... Bon, je pense que si vous avez besoin de conseils ou que vous êtes un peu perdu, je pense L214, c'est un peu la Bible. Parce que, mais je vous rassure, le mouvement vegan n'a rien d'une secte. C'est important à dire. Oui. C'est important à préciser quand même. C'est une expression. Parce que c'est vraiment hyper complet. En termes d'information, il y a plein de choses. Si on veut transitionner, il y a aussi plein de choses. Donc, quand même, L214, c'est... La référence. C'est la référence. C'est très bien documenté, très bien sourcé. Ça se base sur des appuis scientifiques, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a même un volet éducation aussi. Tout à fait. Et il y a même aussi un volet politique et animaux qui est, très utile. Et toi-même, tu as récemment vu qu'on peut trouver chaque parti, chaque représentant politique, et on peut voir leur position, on peut voir comment ils ont évolué sur la cause animale, etc. Donc, c'est vrai que c'est un site L214 couvre beaucoup d'aspects autour de la condition animale. Allez-y, voilà. Donc, on a parlé de comment ça se passe quand on est bénévole à Vego Resto. Est-ce que vous voulez dire un mot aussi, parce que là, on parle de restauration, mais on avait parlé aussi des écoles hôtelières. Aussi un axe dans Vego Resto. Donc, il y a quelqu'un dans l'association qui se déplace et qui va dans les écoles hôtelières, par exemple, et les lycées. Et donc, il va donner des formations. Des formations pour, par exemple, comment remplacer les œufs, comment remplacer le lait. Voilà. En fait, finalement, comment cuisiner, donc le 100% végétal. Donc ça, c'est très important, mais à ce jour, il n'y a qu'un formateur en interne, mais il y a des formations qui sont en ligne. Tout le contenu, il est déjà à disposition et il peut être trouvé même sur le site vegoresto.fr. Et c'est clairement une activité qui est à développer. À ce jour, ça reste un peu difficile. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit dans l'édito, on vient d'une culture qui est très tournée vers les produits d'origine animale. Et donc, il y a encore des réticences, même si, bien sûr, on voit que ça avance beaucoup.
Mais bon, on partait de assez loin. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu passer ou entendu ou eu des soucis avec des restaurateurs ou en école hôtelière par rapport à certaines réticences ou peut-être, je parlais dans l'édito du fait que pour nous, l'alimentation végétale, c'est OK, mais force est de constater quand même que quand on sort un peu de notre bulle, il y a encore beaucoup de préjugés qui sont présents, beaucoup de clichés par rapport à l'alimentation végétale. Est-ce que parfois, ça semble difficile de pousser vers l'alimentation végétale certains restaurateurs ou certaines personnes en école hôtelière? Alors, il y a des réticences parfois, mais on voit bien quand même que la tendance, c'est bien sûr à la prise en compte. C'est-à-dire que c'est une tendance sociétale de fond. Et donc, ça avance. Après, ça me permet juste de partager que sur le site Vegan Pratique, donc, il y a, par exemple, donc, ils ont tenu à mettre en avant les positions de 4 organismes de santé, donc à l'international. À la différence d'ici en France, parce qu'en France, ce n'est pas le cas, oui. Mais il y a d'autres pays qui ont pris position et qui expliquent que une alimentation végétale, donc, elle est possible. Peut-être, Karine, si tu veux le partager. Oui, par exemple, au Royaume-Uni, il y a la British Nutrition Foundation, National Health Service, qui dit avec une bonne préparation et une bonne compréhension de ce qui compose une alimentation végétalienne saine et équilibrée, vous pouvez trouver tous les nutriments dont votre corps a besoin. Aux USA, l'Academy of Nutrition and Dietetics, qui est la plus grande organisation au monde, avec plus de 112 000 membres et qui a été créée en 1917, qui cite les régimes végétariens ou végétaliens correctement équilibrés couvrent les besoins des nourrissons, des enfants et des adolescents et favorisent une croissance normale. Au Canada, la Dietitians of Canada, qui compte 6 000 membres, qui a été créée en 1935, dit qu'une alimentation végétalienne bien menée peut répondre à tous ses besoins. Elle est sûre et saine pour les femmes enceintes et qui allaitent, les nourrissons, les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Et enfin, encore aux USA, l'American Academy of Pediatrics, qui compte 67 000 pédiatres, créés en 1930, qui dit que les enfants ont une croissance normale et un bon développement en ayant une alimentation végétarienne ou végétalienne, à condition qu'elle soit équilibrée et correctement supplémentée. Prenez de la B12. Prenez de la B12. Oui, voilà, donc il y a quand même un large consensus scientifique sur la question alimentaire. Végétaliser, c'est tout à fait possible. C'est bien mené, c'est très bon pour la santé. Il n'y a pas de problème avec ça. Et encore une fois, du coup, vous pouvez aller faire un tour sur le site L214 pour aller farfouiller. Il y a plein de choses à découvrir. Bien mené comme toute alimentation. Oui, voilà, bien sûr, parce qu'on peut on peut manger de manière carnée mal. C'est ça. Oui. Et on peut être végétalien et manger mal. Mal aussi. Voilà, exactement. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, effectivement, il faut manger équilibré, c'est important. Voilà, faites du sport, ne fumez pas, ne buvez pas, tout ça quoi. C'est ça. Et mangez bien. Donc Karine, toi, pour revenir à ça, donc effectivement, on a bien vu. Donc ça, c'est les consensus scientifiques. On sait qu'une alimentation bien menée, c'est OK, mais on peut sentir aussi quand même le terreau ambiant en France. C'est pas trop la culture de manger végétal, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays qui ont moins de mal à intégrer l'alimentation végétale. Oui. Nous, en France, on avait quand même la culture un peu du saucisson, quoi. Oui. Et donc, c'est pour ça que je voulais voir avec vous si, effectivement, il y avait des réticences parfois dans certains restaurants. Toi qui vas, par exemple, au contact parfois des restaurateurs, ça se passe toujours bien, c'est OK ou est-ce que non? Et aussi, est-ce que par exemple, ça vous arrive d'avoir des restaurants qui sont référencés parce qu'ils acceptent la charte, ils remplissent les conditions et puis en fait, je sais pas, 3 mois après, il n'y a plus l'option végétale dans la partie entrée, je sais pas pourquoi, et voilà. Donc, est-ce que parfois il y a des réticences ou des sortes de recul par rapport à ça? Alors globalement, la proposition de proposer des offres végétales est assez bien acceptée, mais il y a quand même des freins quelquefois parce que tout simplement par méconnaissance, les gens ne savent pas quoi faire, comment s'y prendre, quoi cuisiner.
Donc on rencontre un peu tous les profils, sachant qu'on a démarché tout type de restaurants, des restaurants gastronomiques, des restaurants étoilés, des restaurants dits plus standards. L'accueil est globalement positif, mais il y a quelques freins, quelques points. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle Happy Cow. Oui. Est-ce que tu veux en parler, Raymond? Oui, Happy Cow, c'est une application qui est très utile quand on est à l'étranger. Je pense que toute personne qui souhaite manger végétal à l'étranger, il passe par Happy Cow. C'est vraiment c'est bien fait. En France, bien sûr, on l'a aussi. Et c'est une application un peu différente de VegoEsto parce que dans VegoEsto, on va dire qu'il y a une interface plus fiable dans la mesure où c'est les restaurateurs qui se référencent eux-mêmes. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager. Ils vont lire une charte, voilà. Et même, il y a une équipe de bénévoles aussi, donc nous, qui veillons à ce que ce soit à jour, etc. Donc, on va dire que c'est plus fiable, mais aussi, il y a parfois, ça peut être un peu moins complet, ça dépend d'où. En France, je pense que VegoEsto, ça recense la plupart. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas comparé l'un et l'autre. Moi, en France, j'utilise toujours VegoEsto, et à l'étranger, Happy Cow. Oui. D'accord. Après, globalement, est-ce que vous sentez une tendance plutôt positive à la végétalisation dans les restaurants? Moi, j'ai l'impression que oui, en tant que consommatrice très, très occasionnelle de restaurants, j'ai l'impression quand même que de plus en plus, ça arrive même dans les pizzerias. Il y a une pizza végane, ou voilà. Ça commence doucement à faire son trajet. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi, à titre personnel, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y en a plus. On en référence quand même régulièrement, et surtout avec des offres végétales, pas forcément des 100% véganes, parce qu'il y en a quand même qu'une petite dizaine dans la région, même, c'est même pas sur Toulouse, mais des offres végétales, il commence à y en avoir de plus en plus, en effet. Ça reste encore... oui, parfois on a l'impression, Lou, qu'il y en a de plus en plus, mais en fait, on a aussi... Il y a des restos, en fait, qui, oui, vont avoir des options véganes, d'autres qui vont arrêter. Parfois, c'est pas très clair l'affichage. Donc, en fait, en tant que personne qui souhaite manger 100% végétal, ça reste encore compliqué. C'est pas très clair. Il faut toujours poser la question. Et nous, avec VegoEsto, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit simple. En fait, on veut raccourcir. Voilà, c'est entre une personne qui souhaite manger végétal et que cette offre, que ce plat puisse être servi. Et pour ça, c'est vrai que l'affichage est important. Et ça fait partie de la charte aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit affiché avec un petit V. Que ce soit clair, qu'on ne galère pas et qu'on ne demande pas au serveur. Parce que, à nouveau, et même peut-être en termes de discrimination aussi, c'est-à-dire qu'une personne qu'on dit omnivore, il arrive au restaurant et voilà, il a une offre claire pour lui, avec entrée, plat, dessert, compagnie. Donc une personne qui souhaite manger 100% végétal, il doit pouvoir aussi accéder à une entrée, plat, dessert, et un affichage clair qui lui permette de voir l'offre qui lui convient. D'accord. Et encore une fois, je pense que ça peut permettre aussi de lever un frein social, en fait, parce que être végane et manger de manière végétale 100%, c'est compliqué socialement. Je pense que ça peut être un des axes quand même, moi, qui me paraît un peut-être des plus problématiques en société. C'est compliqué. Et donc, c'est vrai que ça pourrait alléger un peu et enlever ce frein-là. Voilà, on va manger au resto et puis il y a des options, y compris pour les gens véganes. C'est ça. Que ce soit inclusif, que tout le monde puisse participer au repas et se régaler. Oui, c'est ça. Et justement, tout le monde peut manger végétal. C'est-à-dire que toutes les confessions, voilà, ils peuvent manger végétal. Oui, le végétal est inclusif en fait. Voilà. Oui, j'ai eu une fois, c'est une petite anecdote avant la pause musicale. J'ai eu la réflexion, je parlais à une amie et je lui dis... Ça serait trop bien d'ouvrir une boulangerie à Toulouse végane, en fait, parce que j'en ai trop marre de ne pas pouvoir manger de croissant, en fait. Alors, moi, j'aime trop ça, et je ne peux pas manger de croissant parce que c'est rare, il y en a pas, quoi. Et cette amie de me répondre, oui, il faudrait qu'il y ait végane et pas végane, qu'il y ait les deux, comme ça, tout le monde peut manger. Je dis, mais si c'est végane, tout le monde peut manger. C'est ça. Donc la question ne se pose plus. C'est ça. Donc effectivement, c'est inclusif, et puis ça pourrait aider aussi les gens qui sont plus réticents à se dire... en fait, c'est bon, c'est OK, c'est là, c'est là. Donc, on peut manger tout ça. On a juste remplacé le lait animal par le lait végétal, on a remplacé, etc. Et donc, du coup, on a les mêmes aliments, les mêmes produits. Voilà. C'est juste dans une version qui ne porte pas atteinte aux animaux. Récemment, j'ai vu passer le Lands & Monkeys, qui est une franchise qui se trouve, à ma connaissance, à Paris pour l'instant.
ils ont ouvert, je pense qu'ils avaient lancé une proposition. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui souhaitent être franchisés Lanza Monkeys, qui est une boulangerie, mais qui font plein de plats aussi, et qui c'est très bon, et 100% végétal. Donc Lanza Monkeys, donc, on peut aujourd'hui être franchisé, je pense, partout en France. Donc ça serait très bien qu'à Toulouse, on en ait un, par exemple. Ah oui, ça serait très bien. C'est boulangerie et pâtisserie, d'ailleurs. C'est ça. Et ils font quelques petits plats chauds. Enfin, pas des plats, mais des soupes, des petites pizzas, des petites quiches. Super. Et tout est végétal. Et je pense que les clients, la majorité des clients ne sont pas véganes. En fait, c'est inclusif. Donc, tout le monde peut venir et se régaler. Si, par exemple, on veut être bénévole, participer à l'initiative qui est le Végo Resto, est-ce que vous avez un conseil? Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur l'investissement que ça demande peut-être? Est-ce que c'est beaucoup d'investissement? Est-ce que non? Voilà. Karine, tu veux dire quelque chose, un petit mot? Alors, déjà, si on veut être bénévole à Végo Resto, c'est possible. C'est sans engagement de temps. En fait, comme tout bénévole, j'ai envie de dire, on y consacre le temps qu'on a envie et dont on dispose. On peut aider sur un pôle, sur celui sur lequel on se sent le plus à l'aise, ou sur tous les pôles si on a envie. C'est-à-dire soit sur les défis, soit sur le référencement ou sur les réseaux sociaux. On peut faire ça à distance. On n'est pas obligé en fait d'habiter à Toulouse, puisqu'il y a des choses qui peuvent, la majorité des choses peuvent se faire à distance en fait, de chez soi, en démarchant les restaurateurs, en envoyant des mails, les réseaux sociaux. De toute façon, ça, on peut le faire où qu'on soit. Voilà. Ok. Je sais que toi, Raymond, par exemple, tu publies beaucoup de contenu à caractère alimentaire sur tes réseaux sociaux, notamment avec des images de ce que tu manges, ce que tu trouves dans les restaurants et tout. Exact. Est-ce que ça fait partie de ça ou pas du tout? C'est juste que toi, tu publies pour démocratiser un peu ça et pour montrer qu'on peut manger végétal, etc. C'est plutôt pour démocratiser à la base, parce que j'ai démarré il y a longtemps, c'est vrai, et que j'aime bien aller au resto, et je suis vegan depuis 2016, donc... oui, je vais dans des restos, il y a des options véganes et je veux bien les mettre en valeur. Après, donc bien sûr, ça fait longtemps aussi que je suis dans Végo Resto et à un moment donné, il y a eu une sorte de mélange de tout ça. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des posts Instagram avec qu'on appelle des collaborations avec le compte Manger Vegan Toulouse. Et et donc du coup, c'est arrivé à être une sorte de mix des deux. D'accord. D'ailleurs, si on veut du coup être bénévole, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, alors on peut nous contacter sur Instagram, par exemple, enfin sur tous les médias où on est, c'est-à-dire Facebook, comme je l'ai cité, et Instagram, et un message privé sur le compte de Manger Vegan Toulouse. Je vous propose une petite respiration avec une interlude musicale, histoire de mieux se retrouver après pour une discussion entre nous. Une pause musicale donc avec Thomas Abraham Misch, plus connu sous le nom de Tom Misch, auteur, compositeur et chanteur britannique, qui par sa musique me donne un peu, je l'avoue, des envies de soleil, d'été et de douceur. On écoute Crazy Dream en featuring avec Loïc Carner sur Campus FM. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. Check, I had a dream about you last night, we were listening to Far Side. Something started spinning in the past, so I kept the singing to the bar side. We were on the last ride, saying it's the past, but the present moving fast. I ain't thinking about the last time. It's fine, but they were saying that you asked my brothers if I'm ready for the last line. Remembering the way you move, it's bugging me out. I kept sweet left feet, don't trouble me now. It gets peak if the D starts loving the sound. But we were running from the beat, start fucking around. 'Cause if I break the singular jack, cause a little bit of trouble, fill a fifth of the yak. It's not that quick to react. If I finish the pack, we move forward. Now I'm bringing it back. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh,
this dream. Sheep was saying, don't start, got me feeling at the same time. Look, one part, but we're peeling in the same shine. Say, so dark, got a needle in the brain, it's fine. Lost heart, but she's reeling in the blame, it's mine. It's mine. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh this dream. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh this dream. C'était Crazy Dream de Tom Misch sur Campus FM. Une petite respiration avant de reprendre nos exclamations végétaliennes. Pour refaire un tout petit point sur peut-être une chose assez importante pour les bénévoles notamment qui voudraient potentiellement participer à cette initiative, on réfléchissait un peu là pendant cette pause musicale à la manière dont on approche finalement ces animaux étranges que sont les restaurateurs. Est-ce que, donc on a parlé du fait que c'était pas spécialement difficile de proposer une offre végétale et tout ça, mais comment ça se passe dans les relations? Comment vous envisagez vos relations avec eux? Et est-ce que parfois vous pouvez parler de la cause animale plus largement, ou est-ce que vous vous cantonnez à parler d'alimentation végétale, des défis, etc.? Alors moi, quand je démarche, le premier axe que je mets en avant, et c'est le but de VegoResto, c'est l'alimentation végétale. Le pourquoi de l'alimentation végétale, parce que ça répond directement à... C'est la solution, en fait, végétaliser. J'explique, je peux dire pourquoi. Moi, je parle de l'environnement, qui a une tendance. Je parle quand même des animaux. Je dis pour la cause animale, pour les animaux. Je le mets rarement en avant plus que ça. Et quelquefois, après, quand la personne, le restaurateur a décidé de faire le défi, comme le prochain que nous allons organiser, dont je vais parler tout à l'heure, en fait, on a parlé de cuisine végétale, et puis à un moment donné, j'ai parlé un petit peu de cause animale, sans insister. Et je précise bien aussi que le jour de l'événement, on n'est pas là pour faire la promotion de l'association L214 et de parler des enquêtes et de tout ce qui se passe dans les abattoirs. On est là pour pousser la cuisine végétale et parler de cuisine végétale. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est très variable. Il y a des restaurateurs avec qui on sent bien, parce qu'eux donnent un pied, et donc on peut parfois juste parler d'écologie, parfois on peut parler aussi un peu des animaux, et parfois on sent juste qu'il y a une fibre commerciale. Mais même ça, c'est important, tout est bon à prendre, je dirais, puisque ces gens-là, aujourd'hui, ils sont là, mais peut-être que dans quelques temps, au fil du fait qu'ils vont préparer tous ces plats véganes, ils vont se rendre compte que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, qu'il y a une vraie demande, et ça peut avancer aussi comme ça. C'est une bonne manière de planter des petites graines, d'une certaine manière, parce qu'arriver, c'est sûr, avec cet énorme problème qu'est l'exploitation animale dans un restaurant, ça peut être peut-être un peu problématique. Donc c'est vrai que passer par une transition alimentation végétale et tout ça, ça peut permettre de faire germer des petites graines dans la tête des gens, des restaurateurs, commencer à cuisiner différemment, prendre son temps, et voilà. Oui, et puis il ne faut pas perdre de vue que les restaurateurs qu'on démarche, ce sont des restaurateurs qui cuisinent les produits animaux, qui se sont peut-être pas du tout questionnés sur ce sujet. Et donc il ne faut pas arriver avec des arguments qui sont trop forts, qui pourraient les braquer et faire qu'ils n'aient pas envie de relever le défi. On peut vite créer une réactance chez eux, en fait. Bien. Voilà, D'accord.
Et en parlant de défis, Karine, est-ce que tu veux parler du prochain ? Oui, bien sûr. Alors, le prochain défi qu'on a réussi à organiser, ça sera au Cave de la Maréchale, qui est un restaurant qui est assez emblématique quand même sur Toulouse, qui se trouve dans une des plus belles caves historiques de Toulouse. Un lieu chargé d'histoire. Voilà, un lieu chargé d'histoire qui se veut être un restaurant gastronomique. Donc, on les a démarchés, ils ont répondu favorablement au défi. Donc le prochain défi aura lieu le 25 mai, c'est un jeudi, à 19h30, donc au Cave de la Maréchale. Le prix, alors les prix aussi, ce qu'on n'a pas dit, ce sont des prix qu'on a travaillé avec le restaurateur, parce que le but, c'est que ce soir-là, il y ait une offre qui soit attractive pour les convives, pour leur donner envie de venir dans ce cadre-là et de pas venir tout seul à un moment où ils l'auraient décidé. Donc là, pour le prix de 39 €, on va avoir un menu gastronomique que je vais vous citer. Oh, super. Alors, il va y avoir d'abord des mises en bouche surprises, ensuite du chou-fleur en plusieurs textures, de la moqueta de banana da terra, mijotée de poivrons, oignons, tomates, coriandre, banane de plantain au lait de coco, et en dessert, un flan de coco et sorbet aux mangues et fraises. Super, ça a l'air Voilà, bon. j'espère que ça donnera envie. Déjà envie d'y être. Et vous pouvez retrouver le formulaire d'inscription qui se trouve sur notre page Facebook. Et, est-ce que je dis des bêtises, sur le compte Manger Vegan Toulouse, on peut aussi retrouver le lien. Sur le compte Instagram Manger Vegan Toulouse, bien sûr. Donc, normalement, en bio, il y a aussi donc, le lien vers la réservation. Voilà. Et après, sinon, dans la page Facebook, comme tu as dit, ou sur le site vegoesto.fr, il y a la liste de tous les défis à venir en super. France, Okay. Exact. le nôtre à Toulouse le 25. Voilà. Super, merci beaucoup. On va causer un petit peu pour finir d'actualité annualiste. Un peu d'économie. Pour commencer, début avril, le Végonomiste, donc le magazine de l'économie végane, mentionne que en Allemagne, la consommation de viande chute à un niveau record. Les ventes de produits végétaliens atteignent une performance record. Eh bien, j'ai envie de dire bravo. Oui. Parce que bon, on n'en est pas trop là. En 2022, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, j'espère que j'ai pas mal prononcé, a déclaré « Une chose est claire, nous devrons manger beaucoup moins de viande et à long terme, nous pourrions réduire la consommation de viande de 80%. » C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est énorme. Attends, et quelques mois plus tard, il a dit « La consommation de viande en Allemagne est, après tout, complètement déraisonnable, à bien des égards, à la limite du délire si l'on y réfléchit. » Moi, je trouve ça fort. Ce sont des mots très forts. Je trouve que c'est des mots très forts. C'est comme un peu si on s'est réveillé et quelqu'un qui disait « Oh, ça va pas du tout, là. » Oui, en France, on n'a pas ce type de propos pour l'instant. Non, pour le moment, c'est compliqué. Et c'est vrai que s'ils atteignent une réduction de 80%, ça sera une réduction drastique et ça aura de très belles conséquences sur l'environnement et sur les animaux. Dans cette même article, Lou, en fait, il est précisé aussi que l'Allemagne représente la plus grande valeur en vente d'aliments végétaliens en Europe. Oh. Et aussi que le Pays-Bas, c'est là où on dépense le plus par habitant. Bon, en tout cas, c'est connu qu'en Europe, la France n'est pas en tête pour tout ce qui est alimentation végétale. D'accord. Il paraît qu'on rattrape un peu ce retard, mais on est encore assez en arrière. Mais oui, c'est vrai qu'on a du mal pour ces questions-là. On le voit, mais je le disais dans l'édito, par exemple, le fait que quand il s'agit de végétaliser, par exemple, l'alimentation dans les cantines, il y a des réactances très fortes aussi. Oui. Donc, c'est encore un souci de politique publique. Voilà, et je pense que tant que ça ne bougera pas trop de ce côté-là, on n'a pas grande chance qu'il se passe quelque chose du côté des animaux. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des politiques publiques en Allemagne qui s'y intéressent. Oui, en Allemagne aussi, on a Proveg, qui est une association qui œuvre à réduire la consommation de produits animaux. Et donc, sa vice-présidente, Jasmine Debeau, elle a dit quelque chose qui me semble aussi important à souligner. Elle a dit « C'est une bonne nouvelle pour l'environnement, pour la santé des populations et bien sûr pour les animaux. L'agriculture animale est responsable d'environ 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de la déforestation généralisée et de la pollution des cours d'eau. » Ça me semble, ce sont des discours, des mots dans le débat sociétal
Ici, en France, on les entend aussi, mais je pense beaucoup moins. En tout cas, aussi affichés. Le rejet de gaz à effet de serre de l'agriculture animale est supérieur au rejet au gaz à effet de serre de tous les transports réunis dans le monde. Donc c'est vrai que c'est un pilier à prendre en considération pour l'environnement. Oui, tu disais, pas du tout dans ce contexte-là, mais une fois quand on s'est rencontrés, que souvent, d'un point de vue écologiste, c'est vrai que c'est un énorme caillou dont et on passe à côté, alors que c'est en termes environnemental, encore une fois, moi, c'est ma position très personnelle. Je parle rarement d'environnement quand je parle des animaux. Mais c'est vrai que d'un point de vue écolo, on ne peut pas passer à côté, quoi. Non, alors souvent, ce qui est mis en avant, c'est le bio et le local, sachant que ça, sur le rejet des gaz à effet de serre, ça pèse quasiment rien. Ce qui pèse, c'est de manger des produits animaux. Voilà. Et donc là, si on veut agir sur son empreinte carbone, et il faut d'ailleurs agir sur son empreinte carbone, vu le réchauffement climatique en cours, en fait, il faut végétaliser au maximum. Oui. Tout à fait. On dit souvent que c'est le gros caillou et qu'en fait, il ne faut pas mettre les petits cailloux avant. Parce que c'est vrai que si on commence à penser aux autres petites choses qui sont peut-être importantes aussi, mais dans une bien moindre mesure, et finalement, ce qui est le plus important, ça passe après et ça peut être oublié. Oui, en France, c'est assez tabou, l'alimentation, c'est quelque chose qui est très fort. C'est la tradition, donc c'est identitaire. C'est identitaire, donc toucher à l'alimentation, c'est vraiment très très compliqué. Ce qui n'est pas le cas effectivement dans les autres pays de l'Union européenne, en tout cas de ceux que j'en ai lus. Et quand on en parle, il y a vraiment beaucoup de réactance. Oui, ça peut expliquer ces réactances-là, oui. Ouais. Donc, petit message en passant pour les écologistes que j'aime beaucoup, mais qui peut-être devraient prendre la question animale un peu plus à cœur et un peu plus au centre aussi pour des raisons environnementales évidentes. Ou de moins ne pas ignorer l'impact de l'exploitation animale des élevages. C'est-à-dire que même encore ce week-end, on a été dans un événement d'esprit critique. Et souvent, en fait, encore, on retrouve des messages écologistes et qui font l'impasse, tout simplement. Ça ne fait pas partie du scope, l'élevage. Oui, et même quand il y a des discours sur l'environnement, ce gros caillou, là, il est mis de côté, on n'en parle pas, donc on parle toujours du bio et du local, c'est très surprenant, c'est assez frustrant. Je pense que c'est très minoritaire je dis ça, peut-être on rectifiera, mais je pense que c'est assez minoritaire, justement, de vraiment prendre la question animale dans l'écologie. D'une autre manière et de la repenser vraiment, sachant que comme tu dis, c'est vrai que moi j'entends parfois des discours notamment sur les transports, tu le disais tout à l'heure, mais les avions, tout le monde s'indigne et tout. J'ai envie de dire, avant de penser aux avions, mais oui, c'est ça. On pourrait déjà penser à l'élevage, on s'enlèverait une grosse épine du pied. Donc, l'aviation, c'est environ et maximum, de ce que j'en ai lu, 5% de gaz à effet de serre, entre 2 et 5, mais maximum 5%, versus l'élevage, une vingtaine de pourcents, c'est sans commune comparaison. Oui. Et surtout, on peut vraiment agir, c'est-à-dire qu'on peut toujours manger, alors que pendant l'avion ou pas, ça... Tu vois, c'est une décision avec un coût d'opportunité assez important parfois. C'est-à-dire, parfois, il s'agit carrément de ne pas aller quelque part. Alors que pour manger, finalement, c'est juste, tu te fais le repas autrement. Mais tu manges quand même. D'ailleurs, comme le dit Carbone 4, qui est le cabinet, on dit cabinet, je crois, de Jean-Marc Giancovici, qui travaille donc sur le climat, le geste individuel le plus efficace, c'est l'alimentation. Et quand on regarde le graphe que vous pouvez trouver sur leurs documents... qu'est-ce qu'on peut faire à un autre niveau, quelque chose comme ça. Vous allez voir que l'alimentation, mais sans aucune comparaison, c'est de loin là où on peut agir efficacement. Et tous les jours. Oui, c'est vrai que c'est un graphique qui est très clair, c'est-à-dire qu'on voit le premier pilier, donc c'est l'alimentation, et ce pilier, il est si important qu'il va écraser tous les autres. Ah oui, complètement. Voilà. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, tout le monde se considère écologiste. Et pourtant, quand on leur demande qu'est-ce que vous faites, l'assiette, ça n'arrive pas. Voilà. Et même quand on leur demande, c'est concrétisé, ils vont parler de bio, local. Et donc, ils passent à côté de ce qui compte le plus, c'est de végétaliser ces assiettes. Oui, là, c'est un impensé. Je ne comprends pas pourquoi ça bloque encore à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est assez fréquent dans les discours encore écologistes, quoi.
Après, il y a beaucoup de préjugés sur l'alimentation végétale. C'est que les gens, ils pensent qu'on va sortir de table, on va avoir faim, on va manger de la salade et des graines. Et alors que l'alimentation, elle est très riche, elle est très variée, elle peut être très copieuse. Il y a des simili-carnés qui sont tout à fait convenables et qui sont hyper bons même, je dirais. Bien sûr. Et qui remplacent largement les produits carnés. Oui. Non, ça pose un vrai souci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cet article ? Oui, c'est juste que donc, la vice-présidente de Provec, elle a dit quelque chose qui me semble aussi à souligner. Elle dit « Nous ne pouvons plus ignorer la nécessité de transformer en profondeur le système alimentaire afin d'assurer un avenir plus durable pour tous. Et la bonne nouvelle est que les solutions existent déjà pour réduire la consommation de viande et produits laitiers. » Ça me semble important, le concept de la durabilité. Oui, et moi aussi peut-être quelque chose, c'est que je l'ai dit très brièvement dans l'édito, mais c'est aussi une question d'égalité alimentaire. C'est-à-dire que on détruit un peu la planète et ça pose un souci aussi d'égalité et d'inégalité par rapport à ça. Et en fait, on produit trop de végétaux pour les animaux qu'on consomme derrière. C'est vraiment absurde, quoi. Donc ça répond vraiment à plein de problématiques, y compris des problématiques sociales, en fait, très évidentes. Donc voilà, et je rappelle quand même que on peut dire souvent que les produits véganes sont chers, donc je pense qu'en fait on pense à des simili-carnés, parce que si on enlève les aliments carnés de notre alimentation tout de suite, le budget est réduit quand même assez drastiquement. C'est vrai que certains simili sont plutôt chers, mais en fait pas tellement excessifs par rapport à ce que coûte en fait la viande et les produits laitiers, etc. Quoi. Et donc, il y a aussi le fait que les produits d'origine animale, ils sont largement subventionnés. Oui, c'est vrai. Alors que ce n'est pas le cas pour les alternatives végétales. Oui, c'est pour ça qu'ils sont à bas prix, en fait. Un autre article de Véconomiste, donc là, ce fin avril, le marché britannique de l'alimentation végétalienne croît de 9,58% et 40% des consommateurs exigent des options véganes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet article-là, dans la mesure où, effectivement, en Angleterre, moi, quand j'y étais, il y avait plein d'options véganes. C'était quand ? C'était il y a longtemps déjà. J'étais au lycée, il me semble. Donc, c'était déjà... Oui, c'était il y a 10 ans. J'ai des amis qui sont allés récemment et c'est vrai que c'est le paradis. Oui. Avec l'Allemagne, il paraît, et le Liban aussi, ce sont des paradis pour manger 100% végétal. Oui, là, il y a écrit du coup dans l'article que 40% des consommateurs déclarent vouloir des alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers. Donc en fait, on voit bien aussi à quel point notre consommation et la manière en fait dont on choisit d'acheter des animaux transformés, ça impacte en fait le marché. C'est-à-dire que autant je peux le concevoir en termes de politique publique, je pense que si on ne change pas la manière dont le système fonctionne, on va avoir du mal à changer les choses, et en même temps c'est vrai que cet impact de consommation il est quand même très fort. Si on ne consomme pas et qu'on a une demande, en fait ça fonctionne aussi, quoi. Il y a les deux, l'offre et la demande, et c'est pour ça que L214 aussi se trouve des deux côtés aussi. Voilà. C'est qu'il y a avec VegoResto, donc c'est le côté demande, mais aussi l'offre, puisqu'on a les partenaires, on va agir sur les chaînes au niveau national. Par exemple, Paul, la chaîne Paul, donc on l'a récemment démarché, et donc ils ont maintenant un croissant végétalien, ils ont un plat aussi, avec un dessert, une mousse au chocolat de mémoire. Voilà, donc tout ça, il y a l'offre et la demande. Voilà, c'est vraiment, ça va, je pense que l'avenir va venir de ces deux-là. Oui. Et les tendances semblent montrer cela, que les demandes augmentent, parce qu'ils citent dans l'article que selon l'étude, la consommation d'aliments végétaliens augmente rapidement dans de nombreux autres pays, dont les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Suède, l'Allemagne, Israël, l'Irlande, le Canada et l'Autriche. L'Allemagne et la France ont toutes deux enregistré une baisse de la consommation de produits d'origine animale ces dernières années. Voilà. Oui. Donc ça progresse. Ça progresse. Et je pense aussi que c'est peut-être contextuel, parce que cet article aussi précise que, notamment l'intolérance au lactose, la sensibilisation à la cruauté envers les animaux, qu'on peut voir grâce notamment à L214, les préoccupations environnementales et les inquiétudes concernant les maladies transmises par les animaux sont autant de facteurs qui expliquent la popularité des aliments végétariens. C'est-à-dire que là, on est à un moment aussi où, avec la crise du Covid et tout ça, on a pu voir quand même que ce contexte est quand même largement favorable au fait que les gens quand même prennent conscience que ça pose problème. Pour tout un tas de raisons, ça pose souci. Ce qui peut expliquer aussi que notamment en France, même si on a du mal, quand même,
Bon, les gens, vous qui êtes militants, peut-être vous pouvez constater quand même que globalement, les gens, même s'ils ne sont pas véganes, végétaliens à 100%, voient bien quand même que c'est problématique. Sachant que les études montrent, là, on vient de le voir, qu'il y a une augmentation des produits végétaliens. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter là, et il ne faut pas prendre ça comme acquis, et c'est super. Il faut continuer, parce que ce qui se passe quand même, c'est que la population mondiale augmente. Donc, les besoins en produits carnés, du fait que la population augmente, ces besoins-là, ils augmentent quand même. Et donc, le meilleur chiffre, c'est celui des animaux qui rentrent dans les abattoirs. Et aujourd'hui, la tendance, au niveau mondial, mais même au niveau français, c'est que ça augmente d'année en année. Voilà. En France, comme tu l'as dit, Lou, c'est 3,5 millions d'animaux par jour qui sont abattus dans nos abattoirs français. Ouais, terrestres. Donc, marin, c'est la catastrophe. Ça augmente aussi parce qu'on ne pense pas que, par exemple, je pense que dans la tête de tous les gens, on sait plus ou moins ce qu'on a un peu réduit la consommation donc, de viande, par exemple, de bœuf, parce qu'elle a une assez mauvaise presse, parce que ça pollue plus, en tout cas, on l'a dit beaucoup, mais c'est vrai que celle de poulet, elle va augmenter, et donc ça veut dire qu'il y a plus d'animaux, plus de petits animaux qui vont être tués, finalement. Oui. Toujours dans Véconomiste, fin avril, les Européens seraient favorables à une TVA de 0% sur les aliments sains et durables et à une augmentation du prix de la viande. Donc, je cite un extrait, 3000 personnes habitant en Allemagne, aux Pays-Bas et en France ont été interrogées dans le cadre de cette enquête. Près de 60% d'entre eux se sont déclarés favorables à ces propositions qui rendraient plus abordables les aliments sains et durables, tels que les légumes, les céréales et les produits à base de protéines alternatives. Elle fixerait également un vrai prix pour la viande et les produits laitiers qui tiendraient compte de facteurs tels que la perte de biodiversité, les émissions et les coûts des soins liés à la santé. Est-ce que c'est une bonne idée, cette chose-là, de réduire la TVA sur les produits végétaux et de les augmenter par exemple sur la viande? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour moi, oui. Parce que ça montre qu'avec la politique fiscale, en fait, on peut agir. Oui. Et pour moi, c'est le côté systémique. C'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que l'individu, oui, on peut faire des choses, mais c'est sociétalement, c'est là qu'on doit. C'est-à-dire, il faut déjà que ce soit clair et qu'il y ait une offre, qu'elle soit disponible, etc. Et là, clairement, on met donc la politique fiscale, on l'utilise pour aller dans le bon sens. Et puis ça va visibiliser la problématique parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, en tout cas à mon niveau, que beaucoup de gens ne connaissent pas l'impact de leur assiette d'un point de vue environnemental et animal très peu aussi, parce qu'en fait c'est un monde un peu bisounours et édulcoré, quoi. Les animaux, ils sont dans les prés, ils passent par une petite boîte qui s'appelle abattoir, ils souffrent pas, au pire ils ressortent dans des barquettes et voilà, et puis c'est fini, quoi. Oui. Donc ça visibiliserait la problématique, ne serait-ce que d'un point de vue environnemental, de mettre des mesures, en fait. Ça s'appelle des mesures, hein. Il y a aussi un aspect qui me semble qui est mis en valeur donc, dans ce que tu viens de lire, Lou, c'est les externalités. Oui. C'est ce qu'on appelle externalités. Donc, par exemple, ça veut dire donc, la pollution de l'eau, la pollution de la terre, la pollution de l'air aussi. Et tout ça aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est tout le monde qui paye pour ça. Donc, avec nos impôts, finalement, donc, tout ça est compensé, on va dire. Mais pourquoi, finalement? C'est-à-dire qu'il y aurait pas lieu si on transitionnait vers donc moins d'élevage. Oui, parce que du coup, quand on achète, du coup, on subventionne l'élevage et tout avec aujourd'hui, avec nos sous avec les impôts, on paye les abattoirs, on paye, on paye ça. Tout le système, on paye pour un système qui, il est là, il existe. Donc, on vient de cette société donc où on a toujours mangé les animaux. Même si ce n'est pas vrai par tout le monde. Mais bon, peu importe. Mais est-ce qu'on a besoin de continuer? C'est ça la question. D'accord, donc c'est vrai. Et dans l'article, d'ailleurs, il cite « Cette hausse serait compensée par une baisse du prix des produits sains et durables, ce qui signifierait que le coût global d'un panier de produits alimentaires resterait à peu près le même, ce qui permettrait une équité et une justice sociale. » Oui, voilà, c'est plus égalitaire aussi. Oui, c'est plus égalitaire. Et oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, je vous invite à aller sur le site ou l'application de Végoresto. Je vous remercie, Karine et Raymond, pour cette émission. Merci à toi. J'espère qu'on pourra se revoir pour un prochain défi, peut-être. Kumquat est un programme soutenu par la
région Occitanie et sera disponible en replay sur www.campusfm.net, mais également sur Mixcloud, YouTube, Deezer, Spotify. D'une manière générale, nous allons partager ça sur la page Facebook de Kumquat, où on vous mettra les liens pour aller écouter là où vous voulez. Je vous remercie encore vraiment beaucoup d'avoir participé à cette émission et à bientôt dans Kumquat.